bonsoir. Sa voix est d'autorité quand il s'agit de parler d'afrocentricité dans le monde francophone. Linguiste, essayiste, professeur d'africologie au Temple University en Philadelphie aux États-Unis. Elle milite pour une réappropriation radicale de l'histoire et de l'identité noire. Ce soir, la présidente d'Afrocity International, Ama Mazama, est l'invitée de ce phare de vérité. Merci de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci. Merci d'occuper le fauteuil blanc ce soir. Alors, le séjour, ça se passe bien au Burkina? Ça se passe très bien. Le Burkina Faso est vraiment un de mes pays préférés en Afrique. Ouais. Vraiment. J'y suis venue en 2019. Ça m'avait beaucoup séduite. Et je suis vraiment contente d'être de retour ici. Avec beaucoup de bonheur. Alors, le choix de la linguistique, des sciences du langage, a-t-il un lien avec votre combat d'aujourd'hui? Absolument. Ça a commencé lorsqu'enfant, en Guadeloupe, qui est une colonie française depuis 1635, que je me rendais compte que notre langue maternelle, ce qu'ils appellent le créole, que j'appelle le guadeloupéen, était vraiment une langue stigmatisée. C'est-à-dire qu'on nous faisait avoir honte de parler notre langue. On nous punissait si on nous prenait en flagrant délit de langue maternelle à l'école. Donc il y a énormément de répression. Et donc en tant que linguiste, je me suis vraiment penchée, j'étais très préoccupée par cette situation. Je voulais comprendre pourquoi. Parce que quand vous faites une formation linguistique, la première chose qu'on vous apprend, c'est que toutes les langues sont égales, toutes les langues se valent. Il n'y a pas de langue supérieure ou inférieure, parce que toutes les langues en fait sont faites fondamentalement des mêmes matériaux, des mêmes composants. Vous avez un lexique, vous avez une grammaire, vous avez une phonologie, etc. Maintenant, c'est au niveau de la politique que les choses changent. Et qu'en fait, le groupe dominant impose sa langue comme étant la seule langue et les autres sont réduites au rang de dialecte. Donc, moi, en tant qu'enfant grandissant en Guadeloupe, je me trouve confrontée à ça et à travers mes études, j'essaie de comprendre pourquoi et faire des enquêtes sociolinguistiques par là à mes compatriotes. Et je me suis rendu compte, bien sûr, que ce n'était pas une situation unique à la Guadeloupe, que dans toutes les situations de colonisation comme ça, occidentale en particulier, il y a toujours une répression de nos langues. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, que la langue elle-même fait partie de la culture et que c'est toute la culture elle-même, en fait, qui est réprimée, qui est dégradée, qui est moquée, qui est supprimée. Or, nous sommes des êtres de culture, fondamentalement. Il n'y a pas de peuple sans culture. Donc, quand on vous empêche de pratiquer votre culture, on vous empêche de parler votre langue, ou on vous ridiculise, ou on vous empêche d'avoir accès à certaines opportunités, même sur le plan économique, social et tout, parce que vous ne parlez pas la bonne langue, qui est la langue des colons, la langue des Blancs, la langue que nous parlons maintenant. Et ce n'est pas par hasard non plus. Tout ça, c'est très problématique. Et donc, si vous voulez, mon combat s'inscrit dans ça, par le biais de la langue, arriver à la culture, arriver donc à toutes les composantes de la culture. Et en ce qui nous concerne, nous, Africains, la spiritualité qui est vraiment au cœur de notre culture. Alors, donc, engagé donc pour une décolonisation linguistique, quelle est la place de la langue justement dans l'émancipation des peuples? Elle est très très importante parce que la langue fait partie de la culture. Donc tout discours sur la langue, c'est discours sur la culture. Mais la langue a aussi une autre fonction, c'est qu'elle véhicule la culture. Donc quand vous empêchez à la langue, n'est-ce pas, de remplir toutes ses fonctions, quelque part vous entravez la transmission culturelle. Donc la langue est extrêmement importante. C'est ce qui nous distingue des autres espèces quelque part. C'est notre capacité à avoir ce langage, cette faculté de parole. Et quand on entrave la parole, donc moi tout mon combat c'est de libérer la parole africaine. Vous voyez, au sens fort du terme. Et pour vous, la langue française est un obstacle justement à la reconstruction identitaire? Absolument. Parce que ce qui nous lie à la langue française, ce n'est pas du tout une histoire d'amour. Ce n'est pas nous qui avons dit « Oh, pourquoi ne pas parler cette langue ?» Non, nous savons très bien comment la langue française, comme le christianisme, sont arrivés en Afrique. C'était une violence, une domination, une exploitation, un viol de nos consciences, un outil de discrimination sociale, de discrimination raciale.
Donc nous la parlons, cette langue, nous la parlons, mais nous ne devons pas nous raconter d'histoires sur pourquoi nous la parlons. Et nous espérons que bientôt nous n'aurons plus à la parler. Oui, et ça passe forcément par un travail sur le système éducatif. Le système éducatif, et puis il y a l'éducation, puis il y a la socialisation. Vous voyez, donc l'éducation, effectivement, la scolarisation joue un rôle important dans la socialisation, mais ce n'est pas tout. Donc c'est une partie importante, mais il y a d'autres aspects qui doivent être pris en charge par la famille, la communauté d'une façon générale. Justement, cette transmission un contentement d'être soi-même. Vous voyez, je n'ai pas forcément parler de fierté parce que bon, pourquoi, mais au moins être content d'être soi-même. Oui. Le défi aujourd'hui, et c'est aussi le débat, et ça semble être une équation, je ne sais pas si elle est difficile à résoudre, c'est qu'on a une multitude de communautés dans le même pays avec plusieurs langues, une multitude de langues, et alors on se demande toujours comment on fait pour se retrouver. Non, effectivement, cette question n'est pas facile, mais est-ce que vous connaissez beaucoup d'Africains qui ne parlent qu'une langue? Non. Vous voyez? Donc le plurilinguisme est en fait quelque chose de commun en Afrique. Ça n'a jamais été un problème. Vous voyez? On parle facilement 3, 4, 5 langues. Vous voyez? Donc pourquoi ne pas continuer comme ça et trouver un consensus qui n'handicape personne, qui ne porte préjudice à personne? On peut y arriver s'il y a cette volonté politique. C'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Oui. Et puis comment on aborde la question? Une langue n'est pas un handicap, ça doit être un outil au contraire d'enrichissement. Moi, plus on parle de langue, tant que ce n'est pas dans des conditions d'imposition violente aux dépens de ma langue, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? C'est vrai que dans un certain nombre de pays, de plus en plus, on transcende tout cela. Le Sénégal, par exemple, avec le Wolof, un peu partout, on en parle. De plus en plus, sur des chaînes sénégalaises, vous verrez très rarement une émission en français. Jamais. Voilà, si vous ne parlez pas Wolof au Sénégal, vous êtes perdu. Hein? Ouais. Vraiment. Et ils sont très à l'aise. Il n'y a aucun... Sans complexe. Hein. Sans complexe. Ils ont des complexes pour autre chose, mais pas pour ça. Pas pour ça. Voilà. L'afrocentricité, alors, qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on en parle toujours, mais comme on dit, la répétition est pédagogique, et comme vous êtes enseignante, on va donc faire de la répétition. C'est quoi l'afrocentricité? L'afrocentricité, c'est une théorie qui a émergé dans les années 80 et qui avait déjà été suggérée, on dira, suggérée par d'autres activistes, des penseurs, etc. Par exemple, Marcus Garvey, qui dans les années 1920 nous disait que les Noirs devaient mettre des lunettes noires quand nous regardons le monde. Donc il annonçait déjà cette exigence de se mettre au centre de soi-même quand on regarde le monde et surtout quand on se regarde soi. Et le problème que nous avons, bien sûr, en tant que colonisés, ex-colonisés, etc., néocolonisés, c'est que la vision du monde occidental nous a été imposée sous couvert d'universel, sous couvert d'être universel, sous couvert d'être objective, en nous faisant croire qu'il n'y a qu'une façon d'être au monde, qu'il n'y a qu'une façon de voir le monde, de s'appréhender soi-même, et c'est la façon des Occidentaux. Et notre regard sur nous-mêmes est perçu par est imposé par un regard extérieur. Voilà, donc on nous a mis des lunettes blanches, si vous voulez, et nous avons ces lunettes blanches. Bon, parfois on les enlève, parfois, bon voilà, on a un moment de lucidité, mais d'une façon générale, et ça c'est la scolarisation. C'est ce qu'ils appellent l'éducation formelle qui joue un rôle extrêmement important. J'estime que plus vous faites des études dans leur système, plus vous allez devenir aliéné, en fait, c'est ça. Où maintenant, vous voyez tout à leur façon. Parce qu'on vous a formaté pour ça, on vous a formé pour cela. Et vous y avez adhéré. Pas par traîtrise ou autre, mais vous y avez adhéré parce qu'on vous a présenté cela comme allant de soi. Vous voyez, donc les théories occidentales nous sont présentées comme
valant pour tout le monde, s'appliquant à toutes les réalités, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des réalités. Une théorie, c'est quoi? C'est une interprétation de la réalité. Donc, les théories que les Occidentaux, vous voyez, vont concocter, elles correspondent à leur réalité, mais elles ne correspondent pas forcément à notre réalité. Et c'est là qu'on se trouve vraiment en porte-à-faux. On nous a appris des choses, et puis maintenant on les applique à notre monde qui n'est pas le monde des Blancs. Et donc ça ne marche pas. Oui. Ce n'est pas du repli identitaire? Est-ce que la notion d'ouverture reste quand même? D'ouverture à quoi? Sur le monde. Moi, je veux... Non, mais pour pouvoir vous ouvrir, il faut déjà que vous sachiez vraiment qui vous êtes. Moi, je ne suis pas du tout contre l'ouverture, mais il faut déjà que tout soit bien ancré. Vous comprenez? Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous vous perdez. Oui. Vous allez à gauche, vous allez à droite, on vous fait dire n'importe quoi, on vous fait faire n'importe quoi. S'ouvrir sans racine. S'ouvrir sans racine, c'est un suicide. Ou un génocide, vous voyez, c'est vraiment problématique. Pour nous qui regardons cela et qui voyons les effets, vous voyez, sur notre monde, sur l'Afrique, que ce soit ici, que ce soit dans la diaspora. Et puis il n'y a pas que nous, hein, mais nous surtout, parce que c'est nous qui nous préoccupons de nous-mêmes, hein, chacun se préoccupe de soi, nous disons qu'il y a un problème de référent. Vous voyez, que notre référent devrait être l'Afrique. Mais malheureusement, c'est souvent l'Europe. Quand les Occidentaux écrivent ou parlent, ils commencent toujours par la Grèce ou par Rome. C'est leur référent. Ils expliquent que c'est comme ça que leurs ancêtres faisaient. Donc ils prennent ça comme point de départ pour ancrer leur discours, ancrer leur pratique. Mais nous, les Africains, quel est notre référent? Et c'est la question que l'afrocentricité pose. N'est-ce pas? Si je devais définir l'afrocentricité en quelques mots, je dirais que c'est, encore une fois, c'est une posture épistémologique qui consiste à dire, mettons l'Afrique au centre de nos vies et que l'Afrique et ses valeurs déterminent les choix que nous faisons au quotidien, personnellement et collectivement. Oui. Très important parce que l'Afrique reste quand même un continent trop perméable. C'est vraiment, on a été assaillis de toutes parts. Les Arabes, les Occidentaux sont rentrés. Et je dis souvent, et ça ne me fait pas plaisir, mais je l'observe, qu'on peut être africain en Afrique et être en exil. Oui. Vous voyez? Et ça fait mal. Ça fait mal. J'ai des étudiants du continent. Je me souviens, j'avais une étudiante malienne en particulier, où je parlais de cette problématique. Je faisais un cours sur l'Afrique au XXe siècle. C'était il y a une vingtaine d'années. Et je parlais de cette perte de terrain, voilà. Et elle me disait, non, mais vous savez, nous, quand même, on fait nos rituels, mais on les fait la nuit. Je dis, vous voyez, vous êtes chez vous, et vous devez faire vos rituels la nuit, quand personne ne vous voit, donc en cachette. Vous êtes africain en cachette en Afrique. Est-ce que ce n'est pas problématique? Vous voyez, donc c'est tout cela que l'afrocentricité dénonce et c'est ce contre quoi nous érigeons. Nous disons que ce n'est pas normal. Et on parle de panafricanisme, on parle de renaissance africaine. Nous y croyons. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut parler de renaissance africaine si culturellement, on ne s'assume pas? S'assumer, c'est compliqué. Je ne vois pas n'importe quel vent qui passe, vous partez avec. Et puis voilà quoi. Et puis la direction du vent, malheureusement. Et dans ce courant-là, la spiritualité africaine, c'est le cœur. Oui. C'est le cœur de la culture africaine. C'est le cœur de la culture africaine. Vous voyez, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Et cette spiritualité, elle est nourrie vraiment fondamentalement par la relation entre le monde des vivants et le monde ancestral en particulier. Vous trouvez ça partout dans l'Afrique. Il y a maintenant d'autres entités spirituelles, bien sûr. Il n'y a aucune communauté africaine pratiquant sa culture qui va vous dire qu'il n'y a pas de divinité suprême.
L'athéisme n'est pas une option culturelle africaine. Pourtant, aujourd'hui, vous rencontrez des Africains qui vous disent qu'ils sont athées. Voyez, d'où vient cette idée-là? D'où ça vient? Ils disent non, c'est moi. Non, c'est pas toi. On t'a mis ça dans la tête. Tu as accepté cette vision du monde, cette vision matérialiste, qui n'est pas une vision africaine. Et donc, on s'éloigne. On s'éloigne, et puis on commence à dire n'importe quoi, on commence à faire n'importe quoi, à croire n'importe quoi. Au Burkina, par exemple, on a d'ailleurs toujours dans le mois concerné, le 15 mai, mois des coutumes et traditions. Vous en pensez quoi? Je trouve que c'est magnifique. Je suis vraiment très, très heureuse et je félicite vraiment le président Ibrahim Traoré d'avoir pris cette initiative. J'espère que maintenant ça va s'étendre, que ça ne sera pas juste une journée. Vous voyez que ça va être tout un mois et toute l'année, et puis que ça deviendra... En fait, qu'on n'aura même plus besoin de ça. Vous voyez? Parce que c'est tous les jours qu'on va pratiquer nos coutumes. C'est tous les jours qu'on va honorer nos ancêtres. Et je comprends bien qu'en l'état des choses actuelles, étant donné comment on est agressé, que imposer ou proposer cette journée est extrêmement important. C'est vrai, aux États-Unis, les Noirs se sont battus pour que leur histoire soit reconnue. Alors ça a commencé avec une semaine, c'est en 1926. Et puis ils se sont battus. Bon, et c'est devenu un mois. Vous voyez, c'est devenu donc le mois de février chaque année. Mais les militants vous expliquent bien qu'en fait, c'est toute l'année. C'est toute l'année qu'on doit parler de l'histoire des Noirs. Et donc c'est pareil. Dans un pays africain, c'est toute l'année, tous les jours. Important. Vous enseignez l'africologie aux États-Unis. L'africologie, donc c'est l'étude scientifique de l'Afrique. Ce qui nous distingue des autres disciplines, c'est notre paradigme. Et notre paradigme, c'est le paradigme afrocentrique. Donc, pour nous, nous estimons que ce qui se fait dans les autres départements, d'anthropologie, sociologie, psychologie, ce sont des études zérocentriques. Et c'est vrai. Ils parlent de la Grèce, ils parlent de Rome, ils parlent de ça. Donc, ça, c'est leur droit le plus absolu, ça les concerne. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais nous qui ne sommes pas d'origine gréco-latine, notre point de départ, c'est l'Afrique, et plus particulièrement l'Égypte antique, Kemet, comme nous l'a suggéré Cheikh Anta Diop. Et donc, nous avons forgé donc, une discipline autour de ce paradigme afrocentrique, donc où nous regardons ce que nous étudions, c'est toujours de notre point de vue, tel que nous le comprenons, donc la vision du monde, la cosmologie, l'axiologie, l'épistémologie, l'ontologie africaine que nous enseignons, et donc ce paradigme afrocentrique qui détermine en fait nos études et nous permet de façonner l'esprit de nos étudiants. C'est très intéressant parce qu'on a tellement enseigné les autres à l'Afrique, mais on a peu enseigné l'Afrique aux autres. Bon, nos étudiants sont essentiellement des Africains, de la diaspora, ou bien même du continent. Nous avons des étudiants du Nigeria, du Ghana, ça. Mais donc c'est par rapport à nous. C'est en fait nous armer. D'abord c'est nous-mêmes. Vraiment, moi j'ai très peu ou pas du tout de désir d'enseigner l'Afrique à d'autres personnes, des gens qui ne sont pas africains. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Je ne perdrai pas mon temps à ça. Parce que les nôtres ont tellement besoin de cet enseignement-là que c'est ma priorité, vraiment. Oui. C'est ma priorité. Non, mais nous-mêmes, est-ce que nous connaissons notre histoire vraiment? Pas vraiment. Oui. Pas vraiment. Pour pouvoir mieux nous vendre, il faut que nous-mêmes, d'abord, on soit suffisamment enracinés. Je pense qu'on ne devrait même pas parler de se vendre. Hein. Oui. Vous savez, je parle ici de se reconstruire. Vous voyez? Parce que vous voyez, même cette notion de se vendre, vous voyez, ça aussi, c'est même pas... Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Je dis, non, tout à fait, je comprends. C'est pas dans le sens... oui, je comprends parfaitement. Voilà. Alors, afrocentricité et afrocentrisme, est-ce qu'il y a une différence sémantique? Écoutez, la notion d'afrocentrisme, le terme afrocentrisme a été vraiment propagé par ceux qui sont contre l'afrocentricité et qui ont essayé de
souvent sans même lire les textes, de nous réduire à du fanatisme, du sectarisme. Ça n'a rien à voir. À simplifier nos positions, à dire que non, les afrocentristes disent que les Égyptiens étaient noirs. Bon, oui, certes, nous disons cela, mais nous ne sommes pas les premiers à l'avoir dit. Et ce n'est pas ça qui définit l'afrocentricité. Ce qui définit l'afrocentricité, encore une fois, c'est une posture épistémologique, c'est une position philosophique. Et ceux qui nous décrivent essaient de changer le sujet en parlant d'afrocentrisme, qu'on exagère, que il n'y a aucune preuve que les Égyptiens étaient des Noirs, etc. Donc, ils restent sur ça, mais ce n'est pas ça notre combat. Notre combat, on dit, ok, d'accord, ok. On n'est pas d'accord que les Égyptiens étaient des Blancs, vraiment, qu'est-ce que des Blancs auraient fait à cette époque-là? Bon, ce n'est pas ça vraiment, c'est pas ça vraiment la position afrocentrique. La question est la suivante. Si vous êtes africain, est-il normal que vous perceviez le monde comme si vous étiez un occidental? C'est ça la question. N'est-il pas normal que vous perceviez le monde à travers votre propre sensibilité culturelle? C'est ça la question afrocentrique. Et ceux qui nous attaquent en parlant d'afrocentrisme ne répondent pas à cette question. J'utilise une analogie souvent. Est-ce qu'on attend d'un chien qu'il miaule? On attend d'un chien qu'il aboie, on attend d'un chat qu'il miaule, d'un mouton qu'il bêle, n'est-ce pas? Donc pourquoi, lorsqu'il s'agit simplement de dire qu'on est africain, qu'on veut être africain, ça devient comme une espèce de déclaration de guerre? Et tout de suite, on commence à nous attaquer. Oui. On dit c'est de l'afrocentrisme. Oui, malheureusement, c'est aussi cela le problème, c'est dit que dans ce combat pour la reconstruction de l'homme noir, il y a beaucoup d'adversité et parfois créée par d'autres. Absolument, absolument, vous avez parfaitement raison. Aux États-Unis, le combat n'est pas facile. Dans les Caraïbes, le combat n'est pas facile. En Afrique, il n'est pas facile, mais nous n'avons pas d'autre choix. Si nous parlons de renaissance, c'est-à-dire renaître, on ne peut que renaître à soi-même. Sinon, parlons de métamorphose. Parlons de transformation. Je ne sais pas, hein, mais quand on parle de renaissance africaine, comme nous en parlons, comme le président Ibrahim Traoré en parle, et d'autres, mais il faut maintenant regarder à quoi on doit renaître, et c'est à nous-mêmes. Parce qu'on comprend bien que les 500, 600 dernières années ont été très compliquées pour nous. Oui. En tout cas, et ce paradigme est-il véritablement pour vous vital pour les peuples africains et afro-descendants? Oui, comme je vous l'ai expliqué, si nous ne réapproprions pas, n'est-ce pas, notre propre posture épistémologique, si nous ne nous réapproprions pas de notre propre vision du monde, nous allons simplement continuer à faire du copier-coller. Donc, est-ce que ça nous satisfait? Nous estimons qu'en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas faire mieux que ça? Est-ce que nous estimons que nous, qui avons quand même créé la première civilisation humaine, nous n'avons plus rien à contribuer à l'humanité? Est-ce vrai? Donc, si nous pensons qu'effectivement, nous avons donné ce que nous avions donné et qu'il ne nous reste plus qu'à disparaître, je trouve que c'est vraiment regrettable. Et comme vous l'avez dit, il y a des acteurs comme vous, mais derrière, il faudra aussi une masse critique de leaders politiques qui comprennent la... Absolument, absolument. C'est pour ça que le Burkina Faso, ce qui se passe ici est aussi encourageant. Vous voyez, qu'il y a maintenant quelqu'un qui a le pouvoir politique et qui semble bien comprendre vraiment l'enjeu du combat. Alors c'est vrai, il y a tout cet aspect de sécurité physique qu'il ne faut pas minimiser, bien sûr, mais il y a aussi l'aspect de la sécurité mentale, si j'ose dire, la sécurité culturelle, de l'intégrité en fait. De la même façon qu'on cherche à recouvrir l'intégrité du territoire, on doit rechercher à recouvrir l'intégrité, notre intégrité culturelle. Parce que recouvrir notre intégrité culturelle nous permettra de recouvrir notre intégrité
psychique, mentale, et de savoir ce que nous avons à faire. L'intégrité culturelle, c'est le socle. C'est le socle. Or, c'est justement ça que nos ennemis ont attaqué. Voyez? Et ça nous a mis dans une situation de faiblesse dont ils profitent. Bien sûr, c'était ça l'idée. Ils en profitent. Nous sommes affaiblis, mais maintenant nous sommes en train de renaître. Et pour se reconstruire culturellement, il faut peut-être aussi une déconstruction. Absolument, une déconstruction de ce qui nous a été imposé et une analyse de qui nous sommes, une étude sérieuse de qui nous sommes dans ce monde d'aujourd'hui, donc, et puis de nos intérêts. Est-ce que nous voulons juste imiter les autres? C'est encore la question. Est-ce que c'est tout ce qu'on peut faire? Est-ce que vous pensez que ce diagnostic, il est suffisamment fait de qui nous sommes et vers où nous voulons? Non, non. Surtout pas par ceux qui s'appellent des panafricanistes. Oui. Surtout pas par eux. Les autres encore, c'est bon, à la limite, ça ne les intéresse pas comme problématique. La notion de panafricanisme, vous, ça vous dérange? Le flou de cette notion est ce qui me dérange. Excusez-moi. C'est une notion très floue. Et je pense que ce flou est dangereux. Parce que maintenant, tout le monde est panafricaniste. C'est vrai qu'il y a un mouvement, et ce qui est très bien. Une sorte d'effet de mode aussi? Peut-être bien, mais je pense qu'il y a aussi un désir réel de voir l'Afrique vraiment retrouver sa liberté, retrouver son intégrité. Ça, je pense qu'il y a ça. Qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en Afrique et dans la diaspora aussi. Voilà, donc je ne doute pas de la sincérité. Ce n'est pas ça que je remets en question. Peut-être une compréhension primaire des enjeux. Peut-être bien, mais aussi peut-être peut-être bien, comme vous dites. Peut-être que l'analyse n'est pas assez sophistiquée. C'est peut-être aussi un manque de courage. Vous voyez, parce qu'on dit, voilà, je suis panafricaniste, donc ça veut dire que je suis du bon côté de l'histoire, parce que les choses sont en train de changer, donc moi je suis dans ce courant-là, mort au colonialisme, mort au néocolonialisme, ok, c'est bien, donc je suis du bon côté, mais après, vous voyez, non, ok, d'accord, c'est bien, mais on fait quoi? Et c'est là maintenant que ça commence à bafouiller. Parce que le panafricanisme est, j'ai cette expression, c'est une feuille de route, c'est un idéal qui vous dit qu'on veut l'unité de l'Afrique, on veut la libération de l'Afrique. Mais il n'y a pas de méthodologie, c'est-à-dire comment on va arriver là. Et quand vous commencez à poser cette question aux gens qui se disent panafricanistes, c'est la conversation, vous voyez? Donc oui, on veut cet idéal, on le veut, on veut les États-Unis d'Afrique. On le veut, on y aspire profondément, on veut cela de tous nos voeux. Mais comment on va y arriver? Et là, on commence à se disputer. On va commencer à se disputer. Moi, je suis marxiste, moi, je suis je ne sais pas quoi, moi, je suis... vous voyez? Oui. Et parce qu'il n'y a pas d'unité de la conscience africaine. Et vous ne pouvez pas avoir d'unité s'il n'y a pas déjà au niveau de la conscience un consensus sur ce qu'est être africain. Ça veut dire quoi être africain? C'est déjà ça à la base, le consensus. C'est la base, il faut un consensus. Oui. Quel genre d'Afrique voulons-nous construire? Voulons-nous voir renaître? Et c'est d'ailleurs le thème de la conférence de 2 jours que nous allons organiser, vous voyez. C'est la question très simple, en apparence, mais très profonde. À quoi devrait ressembler l'Afrique? C'est à nous à déterminer cela, vous voyez? Mais on va se disputer. Oui. Se battre. Il y a des gens qui peuvent même vous tuer si vous parlez de ci, de ça, vous voyez? Parce que j'ai un manque de courage et puis aussi un manque de lucidité, quoi. Vous voyez, on ne peut pas continuer comme avant. Vous ne pouvez pas, par exemple, à mon avis en tout cas, parler de la France, de l'Occident, comment la France a pillé, continue à piller, patiti patata, comment le colonialisme a été violent, comment... Et puis quand on vous pose la question du christianisme, ça devient très problématique.
Et là, les choses, ça devient très tendu. Ouais. Vous voyez? Le paradoxe. Non, mais c'est ça que je parle, le manque de lucidité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous n'êtes plus d'accord pour tout examiner. Il faut qu'on mette tout sur la table. Ça pose un problème de cohérence. Absolument. Et maintenant, on est dans l'émotionnel et l'irrationnel. Donc c'est là qu'on commence, par exemple, à des gens comme moi à dire que je suis fanatique, radical, alors que je pose juste la question. Oui. S'il vous plaît, je veux juste poser la question du christianisme. Comment est-ce que le christianisme est arrivé en Afrique? Je voudrais poser la même question sur l'islam. Vous voyez? Donc alors, tout de suite, ah non, c'est un message universel. Ok, qui a dit ça? Vous voyez? Donc alors qu'on est d'accord pour remettre d'autres choses en question, le capitalisme, tout ça, mais quand on aborde certaines questions, sur la question religieuse, ça n'est plus possible. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'il faut vraiment faire tout examiner de façon lucide et calme si on le peut. Parce qu'en examinant les causes, quand on fait le diagnostic, on ne peut pas aussi s'empêcher de reconnaître que la religion aussi a été un outil de domination. Mais c'est clair, Ouais. c'est clair. C'est un outil de domination comme la langue, mais encore plus, si vous voulez, parce qu'il y a un aspect émotionnel, un aspect irrationnel dans la foi, en fait. Vous voyez, c'est ça, on est dans la foi, donc on n'est pas dans le rationnel. Et c'est pour ça qu'il est aussi difficile d'avoir une conversation civile avec des gens qui, eux, sont incapables probablement de questionner même de façon intellectuelle cette notion de foi. Vous voyez, sans admettre, parce qu'ils ne veulent pas admettre, n'est-ce pas? Ça leur fait mal, ça fait mal, hein, ça fait vraiment mal. Non. Et alors, on se dit, le mal... Il n'y a rien d'universel, ni au christianisme, ni à l'islam. Vous voyez? Et que ces deux religions, effectivement, des instruments, et continuent à l'être, de division, hein? Non seulement de domination, mais de division. Combien de familles africaines ont été divisées, déchirées par ces religions-là? Moi, je connais tellement de cas. À partir du moment où vous dites, je vais prendre un peu de recul, votre famille vous rejette. Voyez? Et là, on se rend compte que, oui, dans le diagnostic des choses, c'est profond. C'est très profond. Le mal, il est profond et tant qu'on n'aura pas aussi le courage, justement, de l'examiner. Il faut crever cet abcès-là. La distanciation, ouais. Ça ne va pas être facile aussi. Non, ça ne va vraiment pas être facile. Oui. Mais nous devons commencer à faire ce travail. Vraiment, remettre les choses en question. Tout ce qu'on tient pour acquis, vous voyez, moi, je suis toujours dans un questionnement. Hein. C'est un processus de décolonisation. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi j'ai utilisé ce mot-là? Vous voyez, quand vous avez parlé de se vendre, je vous ai interpellé là-dessus. Vous voyez? Mais même des notions auxquelles on ne pense pas, comme gaspiller son temps, perdre son temps. Vous voyez? Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment africain, cette notion-là? Est-ce que le temps se mesure comme ça? Vous voyez? D'ailleurs, nous, dans la diaspora, on parle toujours d'heure africaine. Oui. Vous savez, on vous dit de venir à 20h et puis vous arrivez à 23h. Et vous dites l'essentiel pour nous, c'est d'être arrivé. Ce n'est pas l'heure de la monde des Blancs, là, c'est pas ça qui... Mais on est arrivé. Vous voyez, donc on a une conception des choses. Et on ne perd pas son temps en tant que tel. On ne parle pas de hasard, puisque pour nous, rien n'arrive par hasard. Vous voyez? Donc quand on commence à faire attention au langage, aux termes qu'on utilise, on se rend compte qu'en fait, tout ça, il y a une telle charge culturelle. Et le fait de parler cette langue-là, cette langue occidentale française, ça nous... C'est aussi une façon de nous contrôler mentalement. C'est comme les indices, pauvreté, développement... Exactement, progrès, vous voyez? Et quand on parle de développement durable, de choses comme ça, on nous balance ça, on vous parle de démocratie, et nous, on est dans ça. Il faut être un président démocratiquement élu,
Voyez. Encore une fois, si cette démocratie dont ils parlent leur correspond, soit, mais pourquoi penser que ce modèle de gouvernance, cette façon de choisir les leaders, soit universellement valable pour tous? Et nous devons donc avoir le courage, même en tant qu'Africains, de dire non, nous en fait, quand on regarde dans notre histoire, on n'a jamais pratiqué cette forme, ce processus de sélection de nos gouvernants. Voyez? Donc, pourtant, nos sociétés étaient bel et bien organisées. Très bien organisées, avec justement des contre-pouvoirs qui fonctionnaient très bien. Mais c'est à partir du moment où ce système-là est remplacé par un système qui ne correspond pas à notre sensibilité culturelle que nos problèmes commencent et n'en finissent pas. Et je vous dis, moi, vivant aux États-Unis, je vous assurerai que ce pays-là n'est vraiment pas, si on regarde leur définition de la démocratie, qu'on en est quand même très loin. S'il s'agit du pouvoir par le peuple, on en est loin. Oui. On en est très loin. Vous voyez? Oui. Donc, mais c'est tout qu'il faut déconstruire comme ça, comme vous en parliez. Tout il faut déconstruire et se poser la question de savoir est-ce que ça c'est compatible avec qui nous sommes. Et quels pourraient être les fondements d'un programme afrocentrique? Dans quel domaine? Vous parlez par exemple de l'école, vous parlez par de exemple, oui. Le système éducatif. Le système éducatif. Puisqu'il est important. Oui, absolument fondamental. Écoutez, déjà, avoir des manuels scolaires, un programme scolaire conçu par les Africains, donc disons ici au Burkina, des Burkinabés, n'est-ce pas, qui mettrait les peuples, les différentes communautés du Burkina au cœur du programme. Donc que ce soit au niveau des langues, que les enfants puissent apprendre dans leur langue, ça c'est très important, et puis qu'ils apprennent leur histoire, mais pas l'histoire qui commence au moment de l'esclavage, leur histoire vraiment ancienne, d'où vient chacun de ces peuples. Et puis, insister aussi beaucoup, parce que c'est très important, nous en avons besoin, sur les victoires que nous avons connues dans l'histoire. Vous voyez? Donc, mettre un terme à cette historiographie tronquée, déjà qui fait que notre histoire, selon eux, serait très courte, ou commence avec eux. Vous voyez, c'est ça le... Vous voyez, par exemple, ils parlent d'histoire précoloniale, d'histoire coloniale et d'histoire postcoloniale. Ça, ce sont des catégories eurocentriques par excellence, où ils placent l'intervention, l'irruption de l'Europe dans l'histoire africaine comme le moment déterminant. Il y a un avant-Europe, c'est l'histoire précoloniale, donc on n'en parle pas vraiment parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Il y a l'histoire coloniale, là on va commencer à nous parler des bienfaits de la civilisation européenne en Afrique. Et puis l'histoire postcoloniale, c'est l'histoire de nous qui n'arrivons toujours pas à nous développer. Malgré tous les efforts de nos bons amis, malgré tous leurs conseillers, malgré tout ça. Malgré l'indépendance, entre guillemets. Voilà, et donc on est toujours dans ce sous-développement, mais on va peut-être arriver à s'en sortir un de ces jours à force d'aide technique, etc., etc. Donc ça, on ne peut pas reprendre des catégories comme ça. La colonisation occidentale de l'Afrique, c'est quoi, à peu près 80 ans. Vous imaginez que Homo sapiens sapiens a pris naissance en Afrique il y a plus de 200 000 ans. Alors quand vous regardez 80 ans sur 200 000 ans, vraiment c'est même pas un clin d'œil. Hein? Donc on ne peut pas hyper valoriser cette présence occidentale en Afrique, cette intervention aussi dramatique et aussi tragique qu'elle ait été, mettre les choses en perspective et adopter une conception cyclique de l'histoire qui est la nôtre d'ailleurs. Nous savons que dans notre vision du monde, l'existence humaine est constituée de 4 cycles, de 4 moments principaux, la naissance ou renaissance, l'adolescence, puberté, le mariage et puis la mort qui permet éventuellement de revenir, etc. Donc comprenons ça, qu'il y a une nature cyclique. Et l'histoire est pareille. Il n'y a aucune civilisation qui dure éternellement. Nous avons la civilisation qui a duré le plus longtemps, plus de 3000 ans. Et
vraiment faire comprendre ça aux enfants, qu'aujourd'hui on est en bas mais on est en train de remonter. On est en train de remonter. Donc il n'y a aucune raison de désespérer. Il n'y a que des raisons d'espérer, de se mettre debout et de travailler pour que les États-Unis d'Afrique voient le jour, pour que la renaissance africaine devienne une réalité. Et ça suppose qu'il faut une réécriture de l'histoire? Absolument. Une écriture par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Une écriture par nous-mêmes de notre histoire telle que nous la concevons, telle que nous. Donc pas l'histoire eurocentrique. L'histoire africaine selon les Européens, il n'y en a pas. Les quelques rares auteurs africains qui ont écrit, malheureusement, aussi ne sont pas suffisamment enseignés. Pas suffisamment. Oui. Vous savez, quand vos manuels scolaires viennent de France, qu'est-ce que vous pouvez imaginer? À quoi pouvez-vous vous attendre? Vous voyez? Oui. Donc ça, c'est vraiment, je pense que ça devrait être une priorité. Je sais que c'est une des priorités du gouvernement actuel du Burkina Faso et c'est une très bonne chose. Vraiment mettre le paquet sur une réforme du système éducatif. Mettre un terme à cette extériorité, ce regard extérieur que l'on impose aux petits-enfants africains sous couvert de scolarisation. Parce que ça commence là, vous voyez, où dès le départ, déjà la carte de l'Afrique, elle n'est pas correcte. L'Afrique est beaucoup plus grande que ce que leurs cartes prétendent. Vous voyez? Et dans tout cela, l'économie, elle est importante également. Elle est fondamentale, bien sûr. Oui. Mais vous savez, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, mais c'est que nous le dépensons mal. Vous voyez? Nous le dépensons à des choses qui ne nous renforcent pas. Vous voyez? Oui. Vous êtes une jeune femme africaine et que vous avez de l'argent, mais votre argent, vous allez le dépenser pour acheter des mèches ou une perruque. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas pauvres, mais nous sommes appauvris. Parce qu'évidemment, on nous exploite, mais aussi parce que nous-mêmes, notre conscience de nous-mêmes aussi ne nous permet pas vraiment d'utiliser les ressources que nous avons suffisamment. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, pas du tout, mais pas suffisamment, vous voyez, pour construire vraiment, nous reconstruire économiquement. Parce que quand nous achetons, vous savez, par exemple, l'histoire des mèches, des faux cheveux en Afrique, c'est plus de, je crois, 7 milliards de dollars. Hein. 7 milliards de dollars. C'est de l'argent qui va ailleurs. Qui va ailleurs. Vous voyez? Et ça, c'est juste pour les cheveux. Donc, si on regarde secteur par secteur, on verra qu'en fait, notre argent va ailleurs et sert à enrichir d'autres communautés. L'aliénation africaine est un bon business. Ils ont tous intérêt à ce que nous restions aliénés, que nous gardions nos lunettes blanches. Les Indiens ont intérêt à cela. Les Chinois ont intérêt à ça. Les Européens ont intérêt à ça. Mais nous, quels sont nos intérêts dans cette histoire-là? Vous voyez? Donc, c'est peut-être aussi cette chaîne économique qui est peut-être aujourd'hui l'argument ou l'arme utilisée pour nous maintenir peut-être? Oui, bien sûr, pour continuer à nous maintenir dans cet état. Parce qu'on vous voit avec du financement, avec des conditions, etc., qui vous maintiennent dans une certaine approche. Il y a garder ses lunettes. Oui, il y a tout cela, effectivement, il y a tout cela. Donc, profiter, si vous voulez, de notre affaiblissement mental, culturel, en tout cas, pour justement continuer à nous éloigner de nous-mêmes et en profiter pendant que nous en pâtissons. En tout cas, c'est suffisamment complexe. Toujours est-il qu'il faut, le combat, il est engagé et il doit pouvoir aboutir. Et l'Afrique et ses diasporas, justement, comment renforcer cette connexion, justement, des peuples africains et afrodescendants, parce que tout le défi aussi, il est là. Le défi est là, mais je pense qu'il y a un travail qui a été fait, qui continue à être fait. Moi, je viens de la Guadeloupe. Je passe probablement la moitié de l'année chez moi, en Guadeloupe. Et je peux vous dire qu'il y a un véritable engouement pour l'Afrique, très fort.
où on voit même des personnes de 80 ans, 90 ans, prendre l'avion pour venir en Afrique, pour la première fois. Parce que ces personnes veulent fouler la terre de leurs ancêtres avant de partir. Vous voyez? Il y a un travail qui a été fait sur nous dans la diaspora pour nous déconnecter de l'Afrique, c'est clair. Pour nous faire avoir honte de nos origines africaines, pour nous faire nous détacher de nos ancêtres africains, vous voyez, et nous faire croire que nous étions autre chose. Des créoles, des métis, ils nous ont donné toutes sortes de termes, tout sauf africains. Et ça a marché pendant un moment, mais pas pour tout le monde. Et là, ça marche de moins en moins, parce que comme je vous dis, on voit vraiment ce désir de reconnexion avec l'Afrique. Là, je suis venue avec une délégation d'Africains, de la diaspora pour l'essentiel, qui ont voulu vraiment venir au Burkina Faso. Bien qu'on nous ait dit, n'allez pas, c'est un pays dangereux, niveau 4 d'alerte, n'y allez pas, on n'est pas responsable de vous si vous arrive quelque chose. On est monté dans l'avion. On a dit, rien ne nous empêchera de venir fouler le sol du Burkina Faso. Donc nous sommes là, donc nous sommes une trentaine. Voyez, et je sais que régulièrement, il y a le Burkina Faso qui fascine, il y a le Bénin, il y a d'autres pays comme ça. Donc je pense qu'il y a, comme je disais, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Ce désir de panafricanisme, une unité africaine, c'est en Afrique, mais c'est aussi dans la diaspora. Et c'est très palpable, hein. Sans compter les Africains de la diaspora qui donnent des noms africains à leurs enfants. Ça se fait de plus en plus. Vraiment, alors qu'avant, non, on va t'appeler Paul, Marie, machin. Là, non, vraiment. C'est Imani, c'est Adjani, c'est Kofi. Notre organisation organise chaque année au mois de janvier en Guadeloupe une cérémonie de dîner, de changement du nom. Et donc, nous avons des frères et des sœurs de Guadeloupe qui viennent pour prendre un nom africain. Vous voyez? Et ils sont toujours nombreux. Et nous faisons ce rituel-là en France aussi, nous le faisons même, nous l'avons fait en Côte d'Ivoire, au Cameroun, nous débarrasser de ces noms coloniaux qui nous pèsent, parce qu'on n'a pas parlé de la question du nom, mais ça aussi c'est très important. Oui. C'est très important. Oui. On vous nomme, quand on vous nomme, on vous possède. Oui. Donc si vous voulez vous reprendre possession de vous-même, vous êtes obligé de vous engager dans un processus où vous vous renommez vous-même, et ce nom ne peut être qu'un nom ancestral, donc africain pour nous, vous voyez. C'est comme ces rues baptisées au nom des colons, mais ça devrait être insupportable, c'est insupportable. Et vous allez dans la plupart des capitales africaines, c'est ce que vous voyez, et ça ne nous gêne pas plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire, que ces lunettes blanches, alors que vous allez dans leur pays à eux, vous n'allez jamais voir où vraiment c'est exceptionnel. Une rue, ou certainement pas une grande avenue qui va porter le nom d'une personnalité africaine, vous n'allez pas voir cela. À la limite, peut-être une petite place cachée quelque part, bon, voilà, pour faire plaisir à un groupe. Vous voyez, mais ça ne leur vient même pas à l'esprit. Même quand on les a servis loyalement et servilement, vous voyez, ils ne vont pas vous faire cet honneur-là, entre guillemets, alors que nous, avenue Georges Pompidou, avenue Clémenceau, je ne sais pas quoi encore, c'est terrible. Non, mais c'est bien aussi de voir que justement, il y a cette remise en question et qu'il y a de plus en plus de pays africains où justement, on enlève ces noms coloniaux et on les remplace par des noms d'Africains ou d'Africaines. Donc, on est sur la bonne voie. Oui. En tout cas, il y a un mouvement qui est là, il y a une dynamique qui est là de prise de conscience, notamment au sein de la jeunesse. Peut-être qu'il y a besoin qu'on renforce sa culture sur l'Afrique. Effectivement, c'est ce que vous faites. Ouais. C'est très important, cette jeunesse-là. Ouais. Oui. Il y a une conscience qui est là, mais qui a besoin justement de se nourrir de culture. Absolument, qui doit être bien informée. Pour qu'encore une fois, ça ne parte pas dans tous les sens et qu'après, on ne se retrouve pas dans la déception. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que nous avons créé un institut
en ligne qui s'appelle Kemet Maat Cheikh Anta Diop Abidjan. Nous dispensons justement des cours d'africologie. Nous appelons ça de la camitologie. Et justement pour mettre à la disposition du plus grand nombre des enseignements pour que leur pas soit assuré. Très important. Alors, nous sommes en fin d'émission. Vous êtes là justement dans le cadre donc, de la 11e conférence d'Afrocentrisme internationale. Ouais. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le thème c'est bien à quoi devrait ressembler l'Afrique. Voilà. Question quelque peu piège en termes de réponse tout de suite, mais je vous la pose quand même. À quoi devrait ressembler l'Afrique selon vous? Écoutez, l'Afrique devrait être africaine, d'accord? Donc vraiment que les valeurs qui animent tous les instants de nos vies soient des valeurs africaines. Déjà. L'Afrique devrait être aussi libérée de toute exploitation extérieure. Quand je parle des valeurs africaines, je pense qu'il est très important que nous nous souvenions que le but de l'existence pour tout Africain, toute Africaine qui se respecte devrait être de rechercher l'éternité, la vie éternelle. Comment est-ce que l'on gagne cette vie éternelle? Comment est-ce que l'on mérite l'éternité? C'est en vivant selon certains principes. Ce que nous appelons, nous, la Maat, n'est-ce pas, qui est un code moral. Nous n'avons pas attendu la Bible ou le Coran pour avoir un code moral. Le premier code moral connu de l'humanité, c'était en Afrique, et ça s'appelle la Maat, qui est fondé sur des valeurs fondamentales, comme la justice, la réciprocité, l'harmonie, etc., etc. Donc, vraiment, nous souvenir de ce que c'est qu'être africain. Et que ce n'est pas en volant, en pillant, en faisant du mal à votre communauté, en mentant, que vous allez gagner l'éternité. Au contraire, quand vous ne serez plus là, on ne voudra même plus prononcer votre nom. L'éternité nous permet de devenir un ou une ancêtre. Est-ce que vous pensez que des gens comme, disons-le ici, Thomas Sankara, mourra un jour? Ou pensez-vous qu'il est éternel? Il est éternel. Oui. Il est éternel. Pourquoi? À cause de la façon dont il a vécu, à cause des actions qu'il a posées. Et ça devrait être notre aspiration à tous et à toutes en tant qu'Afrique, nous souvenir de ça. C'est ce que l'Afrique nous a... Vous savez, quand on entend parler de gens qui font, par exemple des présidents qui font tellement de mal à leur peuple, je me dis, mais ce n'est pas africain ça. Que votre communauté vous importe aussi peu, que tout ce qui compte pour vous, c'est vous enrichir, vous enrichir, vous enrichir. Et vous voyez les malheureux dans la rue dormir sous des ponts et vous n'en avez rien à faire. Et je dis, si seulement on pouvait se réafricaniser dans ce sens moral-là, se souvenir que ce qui compte, on ne va pas se souvenir de vous pour vos comptes en banque, vos maisons, mais pour la qualité de la personne que vous étiez, pour le bien que vous avez fait, pour la compassion que vous avez manifestée, pas seulement en bouche, mais par vos actes concrets, et que vous avez laissé votre communauté en meilleur état que vous ne l'aviez trouvé. C'est ça, être un homme ou une femme, du point de vue africain. Et c'est comme ça qu'on gagne l'ancestralité, c'est comme ça qu'on gagne l'éternité. Donc c'est cette Afrique-là que je voudrais revoir, oui, debout et vivante. Oui. Qu'on ne se laisse pas séduire par des choses qui brillent, mais qui sont factices. Oui. Cette Afrique authentique. On en rêve, le combat, comme je l'ai dit, est engagé, l'espoir en tout cas reste là, c'est ouvert. Plus que jamais. Plus que jamais, surtout quand on voit cette jeunesse debout, et quand on voit aussi dans certains pays du leadership qui se présente, on ne peut qu'espérer en se disant que l'Afrique va renaître. Bien sûr, elle est en train de renaître. Tout à fait. C'est en cours.
Dr Ama Mazama. Je rappelle que vous êtes enseignante à Temple University en Philadelphie et vous êtes la présidente de Afrocentricity International. Vous êtes là donc dans le cadre de la 11e conférence de cette structure avec comme thème « À quoi devrait ressembler l'Afrique ?» En tout cas, les réflexions seront menées aujourd'hui, en tout cas à Ouagadougou, avec d'éminentes personnalités. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.